J'ai poignardé mon patron dans le noir, non pas avec une lame, mais avec des mots qui ont saigné son empire pendant des années. Le vice-président, ce serpent en costume 3 pièces, avait juré sur la tombe de sa mère qu'il me protégerait. Et pourtant, il m'a vendu au loup de la finance parisienne pour sauver sa peau. Et moi, idiot de moi, j'ai avalé le poison, gisant dans les ruines de ma vie, jusqu'à ce que la rage me ronge comme un acide corrosif, me poussant à une revanche si vicieuse qu'elle a fait trembler les salons feutrés du 16e arrondissement. Paris, cette putain de ville des Lumières, m'a toujours paru un labyrinthe de trahisons voilées sous des façades haussmanniennes impeccables. J'étais Antoine Duval, 35 ans, cadre moyen chez Lux Finance, une banque d'affaires qui suçait le sang des petits entrepreneurs pour engraisser les requins de la Tour Eiffel. Mon bureau, un cagibi au 15e étage avec vue sur les toits de zinc et les gargouilles moqueuses, était mon royaume précaire. J'y passais des nuits entières à peaufiner des algorithmes qui prédisaient les krachs boursiers, des équations élégantes comme des vers de Baudelaire, mais mortelles comme un décret de la guillotine. Tout a basculé ce soir de novembre pluvieux, où les feuilles mortes collaient au pavé de la rue de Rivoli comme des regrets oubliés. Le vice-président, Henri Laurent, m'avait convoqué dans son antre, un bureau tapissé de livres reliés en cuir qu'il n'avait jamais lus, du Flaubert pour impressionner les invités, du Sartre pour feindre l'intellectuel tourmenté. Il était assis derrière son acajou massif, les doigts croisés comme un prêtre avant la confession, ses yeux gris acier fixés sur moi avec cette fausse bienveillance qui pue le mensonge. « Antoine, mon vieux », avait-il ronronné, sa voix suave comme un cognac millésimé, pas de prime cette année. Les temps sont durs, tu sais, la crise. Les actionnaires exigent des sacrifices. Pas de prime. Ces mots m'avaient transpercé comme un coup de stylet. J'avais sacrifié 3 ans de ma vie à ce projet, le système Orphée, un algorithme révolutionnaire qui détectait les fraudes fiscales en temps réel. J'en étais l'architecte, le cerveau derrière les lignes de code qui dansaient comme des ombres sur les murs de mon appartement exigu à Belleville. Et lui, Henri, avait promis, si ça marche, on partage la gloire. Une prime à 7 chiffres et une promotion pour toi, fiston. Festin. Le mot me brûlait encore. J'avais cru à son paternalisme de façade, à ses dîners arrosés de Bordeaux chez l'ami Louis, où il me tapotait l'épaule en murmurant des confidences sur les magouilles de la haute finance. Mais ce soir-là, sous la pluie qui fouettait les vitres, j'ai vu le masque tomber. Ses lèvres minces s'étiraient en un sourire carnassier, et j'ai compris, il avait volé mon Orphée. Copié les schémas, effacé mes traces numériques, et le présentait comme son bébé à l'assemblée des actionnaires le lendemain. Ma prime, un mirage. Mon avenir, jeté aux égouts de la Seine. Je suis rentré chez moi en titubant, le métro bondé me cognant comme un point anonyme. Mon appartement, un 2 pièces au mur lézardé où l'odeur de tabac froid se mêlait à celle du fromage rance, m'a accueilli comme un cercueil ouvert. Assis sur le lit défait, une bouteille de Calva à la main, j'ai fixé le plafond craquelé. Les souvenirs affluaient, acides et inévitables. Henri n'était pas qu'un voleur, il était un traître viscéral. 10 ans plus tôt, lors de notre stage commun à l'école polytechnique, il m'avait couvert pour un plagiat. Non, attends, c'était l'inverse. J'avais pris la faute pour lui, un rapport falsifié sur des projections économiques bidons. Le doyen m'avait suspendu 6 mois, et Henri avait ri dans les couloirs, me promettant une dette éternelle. Dette éternelle. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, ivre de rage. J'ai ouvert mon ordinateur, les doigts tremblants sur le clavier usé. Les fichiers d'Orphée étaient encore là, cachés dans un dossier crypté que je n'avais partagé qu'avec lui. Preuves irréfutables, timestamp, log d'accès, maille codée où il admettait le larcin. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Derrière Orphée se tapissait un secret plus sombre. La banque blanchissait de l'argent pour des oligarques russes, des flux occultes que mon algorithme avait détectés par accident. Henri le savait, et il couvrait tout, en échange de pots de vin qui finançaient son hôtel particulier à Neuilly. J'ai hésité, le curseur clignotant comme un œil accusateur. Appeler la police? Trop lent, trop bureaucratique, cette France engourdie par ses syndicats et ses grèves. Non, il fallait frapper fort, dans les tripes de l'opinion publique. Les médias. Ces vautours affamés de scandales, prêts à déchiqueter un col blanc pour un tirage boosté. J'ai rédigé un dossier anonyme, des pages et des pages de données, de captures d'écran, de mets incriminants. Le vice-président de Lux Finance vole les idées de ses employés et couvre le blanchiment d'argent russe. Preuve à l'appui. J'ai cliqué sur Envoyer à une demi-douzaine de rédactions. Le Monde, Libération, Mediapart, même BFM TV pour le sensationnalisme télévisé. Minuit sonnait aux cloches de Notre-Dame quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai décroché, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Duval? C'est Henri. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Sa voix, d'habitude si polissée, craquelait comme du verre brisé. Derrière lui,
J'entendais des murmures paniqués, le cliquetis d'un ordinateur, peut-être sa femme en pleurs dans la pièce voisine. Tu crois que ça va s'arrêter là? Tu vas payer, Antoine. Je te jure sur ma vie. J'ai ri, un rire rauque, étranger à mes propres oreilles. Ta vie? Elle est déjà finie, Henri. À minuit, les ombres avalent les traîtres. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil de plomb, bercé par le chant des sirènes lointaines, les premières ambulances de la crise qui s'annonçaient. Le lendemain, Paris s'est réveillé en feu. Les unes titraient en majuscules « Scandale à Lux Finance »,« VOL d'IDET blanchime russe ». Mon hook anonyme avait mordu. Les rues du Marais bruissaient de rumeurs, les cafés du quartier latin débordaient de débats enflammés. Était-ce un lanceur d'alerte héroïque ou un employé aigri en quête de vengeance? Les éditorialistes, ces intellos bedonnants de Saint-Germain-des-Prés, se déchiraient. Pour les uns, j'étais un Zola moderne, pour les autres, un Judas cupide. Henri a tenu une conférence de presse à midi, blême sous les flashs, jurant l'innocence de la banque tout en pointant du doigt un sabotage interne. Il m'a nommé, bien sûr, me désignant comme le coupable, le rat déloyal. Les flics sont venus à mon domicile l'après-midi, 2 inspecteurs en imperméable trempé, sentant le tabac blond et la paperasse. Monsieur Duval, vous êtes soupçonné de diffamation et de divulgation de secrets professionnels. Suivez-nous, s'il vous plaît. La garde à vue était un enfer kafkaïen. Néon blafard, interrogatoire interminable où on me tendait des pièges comme des toiles d'araignée. J'ai tout nié, bien sûr, mais au fond de moi, la satisfaction suintait comme un vin capiteux. Henri payait déjà. Ses actions en bourse plongeaient, des clients fuyaient vers les rivages suisses, et sa femme, cette poupée fragile d'opéra, avait fait ses valises pour Deauville. Mais la revanche n'est jamais propre. Elle ronge l'âme comme la rouille un fer forgé. Dans ma cellule, j'ai repensé à notre passé, à ces nuits d'étudiants où Henri et moi partagions des joints et des rêves de gloire. Il m'avait sauvé une fois, lors d'une beuverie où j'avais failli écraser un piéton sur le boulevard Saint-Michel. Il avait pris le volant, inventé une alibi. Dette éternelle, oui. Mais laquelle pesait plus lourd? Libéré sous caution après 48 heures, merci aux avocats syndicaux de la CGT, je suis sorti dans la nuit parisienne, l'air chargé d'ozone et de promesses brisées. Mon téléphone débordait de messages. Félicitations des anonymes, menaces des sbires d'Henri. Et un mail, crypté, d'une source inattendue, un journaliste de Mediapart. Duval, on a plus. Venez au bistrot le Procope demain. Il y a un twist qui va tout retourner. Le Procope, ce temple de la Révolution où Voltaire sirotait son café en complotant, m'a accueilli avec son odeur de bois ciré et d'intrigues séculaires. Le journaliste, un type maigre aux lunettes rondes nommé Émile, m'a glissé un dossier sous la table. Regardez ça. Votre Orphée? Pas seulement volé. Henri l'a modifié pour cacher ses propres détournements. Des millions partis dans des comptes offshore aux Bahamas. Et devinez qui signe les ordres? Sa sœur, magistrate au parquet de Paris. Complicité familiale. Sœur. Le mot m'a giflé. Henri avait une sœur? Bien sûr, Claire Laurent, cette froide beauté aux audiences télévisées, qui avait jadis refusé ma demande en mariage parce que j'étais trop provincial. Elle et lui, un duo infernal, protégeant leurs secrets comme des reliques dans la crypte de Saint-Sulpice. Le dossier d'Émile regorgeait de preuves. Virements tracés, mailles codées en latin. Ces salauds aimaient les touches théâtrales. La rage est revenue, plus affûtée, plus française dans son absurdité tragique. Pas seulement vengeance contre Henri, contre tout ce système pourri où la famille noble parisienne bouffe le petit peuple. J'ai décidé d'aller plus loin. Pas seulement les médias, mais les tribunaux populaires. Une pétition en ligne, un live sur les réseaux, où je révélerai tout, nu comme un gladiateur dans l'arène du Colisée numérique. Mais Henri anticipait. Le soir même, un appel anonyme, Duval, arrêté, ou votre petite amie paie. Ma petite amie, Sophie, cette libraire bohème de la rue de Bussy, qui ignorait tout de mes ténèbres. Une photo jointe, elle ligotait dans un van, bâillonnée, les yeux terrorisés. Les tripes nouées, j'ai compris, la revanche avait des crocs, et il me dévorait déjà. J'ai couru dans les ruelles sombres du 6e arrondissement, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume de la peur. La pluie avait cessé, laissant Paris luisant sous les néons, un tapis de mercure où se reflétaient mes cauchemars. Sophie. Elle était mon encre, la seule lumière dans ce cloaque de trahison, une femme aux cheveux châtains en cascade, qui lisait Camus à voix haute pour apaiser mes migraines post-bureau. Comment Henri l'avait-il trouvé? À travers moi, bien sûr. Ces dîners où je l'avais présenté, fier comme un coq gaulois. Le van était garé près du pont des Arts, cadenas brisé par mes mains tremblantes. À l'intérieur, rien que du vide et une note manuscrite. Lâche l'affaire,
où elle finit dans la Seine. Ton ami, H. Ami. Le mot me faisait vomir. J'ai traîné Sophie hors de là. Elle était évanouie, droguée au chloroforme, les poignets marqués de bleu comme des ecchymoses sur une page de Proust. Chez nous, elle a repris conscience en pleurant, me maudissant d'avoir attiré ces ombres sur nous. Antoine, qu'as-tu fait? Ces gens sont des monstres. Des monstres, oui. Et j'en étais un, sculpté dans la même argile vénéneuse. Au lieu de fuir, de nous cacher dans un village provençal au champ de lavande, j'ai choisi la guerre. Le lendemain, au Procope, Émile m'a fourni un burner phone et des contacts. Un hacker freelance de Montreuil, un ancien flic déchu qui haïssait les Laurent depuis un scandale d'État. Ensemble, nous avons monté l'opération Minuit. Une infiltration numérique pour pirater les serveurs de Lux Finance, exhumer les squelettes enfouis. Les nuits suivantes furent un délire fiévreux. Dans mon appartement barricadé, volet clos, café noir à flot, je codais avec le hacker, un gamin tatoué nommé Léo, qui mâchait son joint en ricanant des blagues sur la VE République. Ton Henri, c'est un Balzac de mes deux, avec ses illusions perdues. On va lui faire avaler son père Goriot. Nous avons contourné les firewalls comme des voleurs dans les catacombes, exhumant des téraoctets de données. Contrats signés par Claire Laurent, transferts vers des paradis fiscaux, même des photos compromettantes d'Henri avec une escorte mineure lors d'un gala à Cannes. Chaque découverte était un coup de poignard dans ma propre chair. Pourquoi? Parce que j'avais aimé Claire, autrefois. Passion juvénile, ses baisers volés sous les platanes de la Sorbonne, où elle murmurait des promesses de justice éternelle. Elle m'avait largué pour son ambition, pour la robe de magistrat qui la grandissait au-dessus des mortels. Et maintenant, elle protégeait son frère, ce parricide en col blanc. La trahison n'était pas seulement professionnelle. Elle était intime, charnelle, un inceste moral qui puait le soufre. Sophie, convalescente sur le canapé, me suppliait d'arrêter. Laisse la justice faire, Antoine. Tu vas te perdre. La justice? Cette catin aux yeux bandés qui avait laissé Henri s'en tirer 10 ans plus tôt? Non. Ma justice serait populaire, sanglante, un théâtre de l'absurde où le public jugerait. J'ai programmé la fuite. À minuit pile, une semaine plus tard, les données déferleraient sur les dark web, puis sur les sites d'info, un tsunami numérique. Henri contre-attaqua le premier. Un matin, en ouvrant mon courrier, une enveloppe Kraft sans timbre, des photos de moi, enfant, avec mes parents dans notre ferme normande. Et une lettre. Ton père n'était pas un héros de la résistance, Duval. Il a collaboré. J'ai les dossiers SS un mot de plus, et Le Monde titre « Le fils du traître ». Collaboration. Le mot m'a foudroyé. Mon père, cet homme bourru aux mains calleuses, qui racontait des histoires de maquisards autour du feu. Un mensonge de plus, une dette que je portais sans le savoir. J'ai confronté mes souvenirs, fouillant l'armoire poussiéreuse de mon enfance mentale. Oui, il y avait des silences, des nuits où il rentrait tard, l'haleine chargée de vin et de culpabilité. Henri avait fouillé mon passé comme un archéologue maléfique, déterrant des os pour me briser. La rage s'est muée en quelque chose de plus sombre. Une mélancolie française, ce spleen baudelairien qui fait de la douleur une muse. J'ai pleuré cette nuit-là, Sophie me berçant comme un enfant, mais au matin, j'étais de marbre. L'opération Minuit approchait. Les rues de Paris semblaient se resserrer, les passants me jetant des regards obliques. Étais-je parano, ou les espions d'Henri pullulaient-ils vraiment? Un soir, au marché des Enfants Rouges, j'ai été abordé par un homme en trench coat, chapeau incliné comme un inspecteur de Simon. Duval, écoutez. Laurent propose un deal. Il avoue le vol d'Orphée, pète à prime en triple et enterre le reste. En échange, silence radio. Le deal. Tentant, comme un fruit défendu dans le jardin de Versailles. Sophie insistait, prends-le, pour nous. Mais au fond, je sentais le piège, Henri ne pardonnait pas, il ligotait. J'ai refusé, et l'homme a souri, carnassier, alors que la chasse commence. Minuit arriva comme un glas. Assis devant mon écran, Léo à mes côtés, nous avons lancé le script. Les serveurs hurlèrent en silence, des paquets de données s'échappant comme des âmes du purgatoire. À minuit 5, les premières alertes, Mediapart en ligne, titrant « L'Empire lourd s'effondre, Blanchi meute inceste judiciaire ». À minuit 15, Twitter, ou X, comme il l'appelle maintenant, explosait en hashtag Vengeance Minuit, Lux Scandale. Les gens prenaient parti. D'un côté, les gauchistes hurlant à la corruption systémique. De l'autre, les libéraux défendant la présomption d'innocence d'Henri. Moi, j'étais au centre du cyclone, anonyme encore, mais bientôt traqué. Sophie et moi avons fui vers Montmartre, un hôtel miteux près du Sacré-Cœur, où les artistes maudits venaient autrefois noyer leur génie dans l'absinthe. Là, dans une chambre au papier peint jauni,
Nous avons fait l'amour pour la dernière fois. Un adieu fiévreux, nos corps entrelacés comme des vignes sur une tonnelle normande. Si on survit, murmura-t-elle, on ira à Honfleur, loin de tout. Mais la survie est un luxe pour les innocents. Le lendemain, les flics ont défoncé la porte, menottés par ordre de Claire Laurent elle-même. Obstruction à la justice, crachèrent-ils. Devant le juge, une marionnette aux ordres, elle me toisa, ses yeux verts froids comme l'hiver sur la Loire. Monsieur Duval, vous avez outragé la République. La peine sera exemplaire. Exemplaire. Le mot résonnait comme un écho de la terreur. Dans ma cellule de la santé, je rongeais mes chaînes, imaginant la chute d'Henri, licencié, inculpé, son hôtel particulier saisi, sa sœur destituée dans un scandale qui faisait les choux gras des tabloïds. Mais la victoire avait un goût de cendre. Sophie avait disparu, enlevée à nouveau, et mes parents, contactés, m'avaient renié, les dossiers de collaboration les ayant brisés. Pourtant, un espoir ténu persistait. Émile m'avait glissé un message. Twist incoming. Henri n'est pas qui tu crois. Rendez-vous avec le passé. Le passé. Dans les geôles humides, j'attendais, la vengeance se muant en un poison lent qui me consumait de l'intérieur. La prison de la santé n'est pas un lieu pour les âmes délicates. C'est un théâtre de l'absurde où les murmures des damnés se mêlent au cliquetis des barreaux, un opéra bouffe de la condition humaine à la manière de Beckett. Mes codétenus, une galerie de truands parisiens, pickpockets du Châtelet, braqueurs de bijouterie place Vendôme, me regardaient avec un mélange de méfiance et d'admiration. T'es le type qui a fait sauter la banque des riches, hein? Grognait Raoul, un colosse auvergnat tatoué de croix gammées effacées. J'acquiesçais en silence, mâchant mon pain sec comme un hostie empoisonné. Les visites étaient rares. Sophie n'apparaissait pas, son absence un vide qui creusait mon ventre comme la fin d'un clochard sous les ponts. Émile venait une fois par semaine, son carnet à spirale rempli de notes fiévreuses. La presse te porte au nu, Antoine. Pétition pour ta libération, manif devant Bercy. Mais les Laurent contre-attaquent. Claire a enterré les preuves sous des scellés « Sécurité nationale ». Et Henri, il a fui à Genève, avec un passeport diplomatique bidon. Genève. Cette enclave suisse où les banquiers lavent plus que de l'argent, ils blanchissent les consciences. La rage bouillonnait à nouveau, un feu de paille sous la pluie fine de la cour de promenade. J'ai décidé de frapper de l'intérieur. Un codétenu, un ex-informaticien de la DGSE nommé Karim, accepta de hacker le système pénitentiaire pour un appel anonyme. Pour la gloire, frère, ricana-t-il, ses doigts dansant sur un téléphone volé. L'appel partit vers un contact d'Émile, un lanceur d'alerte interne à LuxFinance, une secrétaire discrète nommée Margot, qui haïssait Henri pour un harcèlement sexuel couvert. Duval, j'ai ce que vous voulez. Henri n'a pas volé or fait seul. C'était un plan plus grand, fusion avec une holding russe, masquée par vos algorithmes modifiés. Et le twist? Votre père. Il travaillait pour les Laurent pendant la guerre. Pas collaborateur, non aux résistants, mais infiltré pour eux, une famille de collaborationnistes qui l'ont trahi à la Libération. Henri est votre demi-frère, Antoine. Même père, mère différente. Demi-frère. Les mots ont explosé dans mon crâne comme une grenade dans un confessionnal. Mon père, ce fantôme aux yeux bleus, avait engrossé la mère d'Henri, une aristocrate déchue, avant de fuir avec la mienne, une paysanne normande. Les Laurent, ces bourgeois parisiens, l'avaient dénoncé comme traître pour effacer la bâtardise. Toute ma vie, une toile d'araignée familiale, tissée de secrets incestueux et de vengeances latentes. Pas étonnant que Henri m'ait protégé jadis, puis trahi. J'étais le sang qu'il haïssait en lui, le bâtard qui menaçait son lignage pur. Le choc m'a plié en deux, vomissant dans les toilettes communes. Frère. Ce mot, chargé de la Bible et des tragédies raciniennes, transformait ma revanche en fratricide. Phèdre, oui, l'amour et la haine entremêlés, aboutissant à la ruine. J'ai pleuré pour mon père, pour la Normandie volée, pour Sophie disparue. Mais la haine l'emporta, cette vieille sorcière française qui fait des poètes des assassins. Karim m'aida à contacter un avocat pro bono, un gauchiste flamboyant du parti de gauche qui transforma mon procès en cirque médiatique. L'audience au palais de justice, ce monstre gothique sur l'île de la Cité, fut un opéra de cris et de flashs. Claire Laurent, en toge noire, plaidait la sûreté de l'État, ses lèvres pincées comme un masque de comédia dell'arte. Moi, en combinaison orange, je hurlais la vérité. Il est mon frère, et il m'a vendu comme Caïn son Abel. Preuve à l'appui. Le public, ces badauds du quai des Orfèvres, se divisa en deux camps hurlants. D'un côté, les féministes soutenant Claire comme victime collatérale d'un patriarcat toxique. De l'autre, les populistes me voyant comme un héros anti-élite. Les tweets fusaient, frère ennemi, sang impur. Mediapart publia les documents de Margot,
Et l'opinion bascula. Manifestation devant l'Élysée, où des étudiants en kéfier scandaient « Justice pour Duval ». Henri revint d'exil, blême et rasé de près, pour témoigner. Dans la salle d'audience, nos regards se croisèrent, miroir brisé, reconnaissance mutuelle dans la douleur. « Antoine, murmura-t-il au pupitre, sa voix chevrotante, je l'ai fait pour nous protéger. Père nous a abandonnés, toi et moi. Les Laurent m'ont élevé, mais je savais. Pour le sang partagé. Orphée était ma façon de te racheter, de te garder près. Mais tu as tout gâché. » Racheter? Le mensonge coula comme du miel empoisonné. L'avocat le piégea. « Et les virements russes, monsieur Laurent, pour votre rédemption ?» Il bafouilla, et la salle explosa. Claire, depuis le banc des témoins, le foudroya du regard. Trahison dans la trahison, sœur contre frère. Libéré en attente d'appel, je sortis sous les acclamations, mais Sophie n'était pas là. Les flics, penauds, admirent l'avoir protégée dans un Saphaos. Retrouvailles larmoyantes au bord de la Seine, où les péniches glissaient comme des souvenirs flous. J'ai eu peur, Antoine. Mais je t'aime, même si tu es un monstre. Monstre. Oui. La revanche culminait, un gala de charité transformé en piège. Henri y serait, avec les élites du CAC 40, pour un discours de repentance. J'infiltrai, déguisé en serveur, un plateau de coupe à la main. Le lieu, le Grand Palais, sous ses verrières étoilées, ironie cruelle pour un fratricide. Il monta sur scène, spotlight l'auréolant comme un faux prophète. Mes amis, j'ai péché. Je versai le laxatif dans son verre, non mortel, mais humiliant, un purgatif pour l'âme. Puis, micro caché, je diffusai en live les confessions volées. Je suis le bâtard des Laurent, et mon frère paiera. Le chaos, diarrhée publique, sirène hurlante, arrestation en cascade. Claire démissionna le lendemain, se suicidant dans sa baignoire, pilule et eau froide, un geste théâtral à la Sarah Bernhardt. Le public se scinda à nouveau. Suicide héroïque ou lâcheté. Henri, incarcéré, m'écrivit « Tu m'as tué, frère. Mais merci, la vérité libère. » Libère? Dans mon appartement, Sophie enceinte, surprise du Saphaos. Je doutais. La vengeance avait enfanté un nouveau cycle. Notre fils porterait-il le sang maudit? Les mois suivants furent un tourbillon de procès en chaîne, un carrousel judiciaire qui tournait au rythme des horloges publiques de la gare de Lyon, implacable, indifférent au cœur brisé. Lux Finance s'effondra comme un château de cartes sous le vent d'automne, racheté par des fonds qataris qui repeignirent les bureaux en or pétrolier. Henri, en détention provisoire à Fresnes, fut jugé pour détournement, blanchiment et inceste moral. Ce dernier chef d'accusation, inventé par mon avocat, fit hurler les tabloïds, le fratricide financier. Je devins une icône malgré moi, interviewé par des journalistes au micro hérissé comme des lances de mousquetaires. Monsieur Duval était-ce vengeant sous justice? Demandaient-ils, leurs yeux avides de soundbite. Je répondais en haussant les épaules, citant Hugo, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la justice est un feu qui consume tout. Les plateaux télé, ces arènes vulgaires de CNews, me mettaient face à des experts. Un psychanalyste freudien disséquait notre complexe d'Édipe fraternel. Une économiste libérale pleurait la perte d'emploi pour le bien commun. Sophie, le ventre arrondi, me suppliait de me taire. Antoine, pense à l'enfant. Cette gloire est un poison. Elle avait raison. Les nuits, je revivais les scènes en boucle, le couteau invisible dans le dos d'Henri, le sang numérique coulant des serveurs. Et Claire. Son suicide hantait mes rêves, un fantôme en robe de chambre flottant sur la Loire, accusateur silencieux. Était-ce ma faute? Avais-je poussé la sœur à l'abîme par ma soif de vérité? Un matin de brume, une lettre de Fresnes glissa sous ma porte. L'écriture d'Henri, tremblante comme une feuille d'automne. « Frère, viens me voir. Il y a un secret plus profond. Père n'était pas un traître. Il était un agent double pour les Alliés, et les Laurent l'ont fait exécuter en 1944. J'ai les lettres. Viens, avant le jugement. Secret plus profond. » Mon pouce s'emballa. La curiosité, cette chatte de Schrödinger, me griffait l'âme. La visite à Fresnes fut un calvaire. Fouilles humiliantes, couloirs vers vomitocé, odeur de désinfectant et de désespoir. Henri, amaigri derrière la vitre, ressemblait à un Christ laïque, barbu et brisé. « Antoine, murmura-t-il dans le combiné, pardon. Orphée était pour toi, je l'ai volé pour te forcer à quitter ce piège. Mais les Russes, ils me tenaient par les couilles. Père a écrit, protège le petit, Henri. Il est pur. Tu es pur, pas moi. Pur? Le mot claqua comme une gifle. Les lettres qu'il glissa, photocopiées illégalement, au confirmaient.
Mon père, résistant authentique, fusillé sur dénonciation des Laurent, grand-père d'Henri. Une vendetta familiale, remontant à la collaboration, où l'argent nazi avait forgé leur fortune. Henri avait hérité de la malédiction, protégeant le secret pour ne pas tout perdre. Ma revanche? Un achèvement oedipien, tuant le père fantôme à travers le frère. Je sortis de Fresnes en titubant, la tête lourde de fantômes normands. Sophie m'attendait dans la voiture, son regard inquiet comme un phare dans la brume. « Et maintenant » demanda-t-elle. Maintenant, le jugement d'Henri approchait, et avec lui, ma déposition décisive. Vengeance ou rédemption? Les dilemmes français, ces nœuds gordiens de l'esprit, me nouaient les tripes. Le jour J, le palais bondait, VIP en costume sur mesure, militants en veste kaki scandant des slogans. Henri au banc des accusés, menotté, me fixa avec des yeux implorants. Montourvin, le prévenu est coupable, déclurai-je, la voix ferme. Mais au lieu de la litanie des crimes, je lâchai le twist, il est mon frère, et il a agi pour me sauver. Les vrais coupables sont morts depuis longtemps, les Laurent d'antan. Laissez-le purger pour le système, pas pour le sang. La salle explosa, cris, flash, le juge tapant du marteau comme un chef d'orchestre dément. Les médias titrèrent « Twist fraternal ». Duval pardonne son bourreau. Les camps se reformèrent. Pour les uns, ma clémence était une faiblesse pathétique. Pour les autres, un acte christique de pardon national. Henri fut condamné à 10 ans, mais allégé à 7 pour collaboration avec la justice. Il avait balancé les oligarques russes. Libéré de mes chaînes invisibles, je partis avec Sophie vers la Normandie, cette terre de pommiers tordus et de falaises rageuses. Honfleur nous accueillit, son port fleuri comme un tableau de Monet. L'enfant naquit là, un garçon aux yeux gris d'Henri, que nous nommâmes Étienne, en hommage au père perdu. Les nuits, bercé par le cri des mouettes, je me demandais, était-ce un happy end ou le prélude à une nouvelle malédiction? Mais Paris appelait toujours, ce vampire au croc de lumière. 1 an plus tard, une lettre d'Henri, « Sors-moi, frère. J'ai un plan pour racheter Lux Finance, la rendre juste. » Pour Étienne. Tentant. La vengeance, cette hydre, repoussait ses têtes. Les années s'écoulèrent comme le cidre normand, âpre et pétillant, lavant les plaies sans les guérir tout à fait. Étienne grandit, un gamin aux boucles brunes et aux rires contagieux, courant sur les galets d'Honfleur en criant des bêtises en patois local. Sophie, transformée en merlionne, tenait une petite librairie au bord du port, vendant des camus usés aux touristes anglais qui cherchaient l'authenticité française. Moi, j'enseignais l'informatique au lycée de Trouville, formant des gosses aux rêves de code pur, loin des magouilles boursières. Pourtant, le passé suintait comme une humidité insidieuse sur les murs de notre maison en pierre. Les journaux, ces reliques jaunies que je cachais dans l'atelier, me rappelaient le scandale. Henri libéré sur conditionnel après 5 ans, pour bonne conduite. Il avait monté une ENG anticorruption, ironie suprême, finançant des lanceurs d'alerte avec l'argent des amendes de Lux Finance. Les médias le portaient au nu, de la prison à la rédemption, l'histoire d'Henri Laurent. Rédemption. Le mot me faisait grincer des dents. J'avais pardonné publiquement, mais en privé, la cicatrice saignait. Sophie le sentait, laisse, Antoine. Pour Étienne. L'enfant, à 7 ans, posait des questions innocentes. Papa, pourquoi l'oncle Henri ne vient pas jouer au foot? Oncle. J'inventais des excuses, mais le mensonge pesait comme un sac de sel sur les épaules d'un bagnard. Un automne, Henri apparut à notre porte, valise à la main, le visage buriné par la tôle et les regrets. Frère, dit-il, sa voix rauque comme un vinasse éventé, je reviens pour réparer. Lux est à vendre, les Qataris fuient. Avec Orphée, purifiée, on peut la racheter, la transformer en banque éthique. Pour le gamin. Ses yeux, ces miroirs de nos pères communs, imploraient. Sophie, dans la cuisine, pétrissait la pâte à crêpes avec fureur. Il a du cran, murmura-t-elle plus tard. Du cran ou de l'audace? Nous parlâmes des nuits entières, autour du feu de cheminée, évoquant le père, un héros anonyme, dont les lettres, publiées dans un livre à succès par Émile, avaient fait de nous des orphelins glorifiés. Henri pleura, avouant « J'ai tué Claire en la trahissant. Et toi, en te poussant à la vengeance. Mais le sang nous lie, Antoine. » Le sang. Cette malédiction biblique, cette essence française de drame en vers. J'acceptais le deal. Partenariat distant, Orphée au cœur d'une banque pour le peuple, pas pour les élites. Paris nous rappela, ce serpent lové sur la Seine, et nous y allâmes. Famille recomposée, boiteuse mais entière. Étienne, émerveillé par les lumières, demanda « C'est la ville des traîtres, papa ?» Je ris, non, des rachetés. Le lancement de la nouvelle Luxe fut un triomphe controversé.
discours à la bourse, où des activistes tuèrent Henri comme un Judas repenti, tandis que des investisseurs applaudissaient la seconde chance. Moi, en coulisses, je sentais le twist final. En codant la version éthique d'Orphée, j'avais découvert un bug, un vestige russe, un cheval de Troie dormant. Activé, il effacerait tout. La nuit du lancement, gala au Louvre sous la Vénus de Milo, je fixais Henri Tost avec du champagne. À nous, frères. Mes doigts sur la clé USB, hésitant. Vengeance ultime ou pardon vrai? Le public, divisé comme toujours, gaucho vs. capitaliste, attendait un faux pas. J'appuyais sur « Supprimer ». Le bug mourut, avec lui la dernière tentation. Étienne, en smoking trop grand, me prit la main. « Papa, on rentre en fleurs ?» Les crêpes manquent. Nous partîmes, laissant Henri à sa gloire fragile. Était-ce un happy end? En France, les fins sont toujours ambiguës, comme un tableau impressionniste sous la pluie. La vengeance m'avait forgé, brisé, reforgé. Et dans les yeux de mon fils, je voyais l'avenir. Pas de sang maudit, mais un espoir normand, simple et tenace. Minuit sonnait au clocher lointain, mais cette fois, sans appel vengeur, juste le vent de la mer, murmurant paix.